Ô romantisme, tu me tiens, d'amour courtois tu hantes mes pensées. Je me dois donc de ce pas vous le conter. La femme, forteresse à prendre selon des règles d'honneur et de respect. L'homme courtois se doit, d'exigence supplanter son envie. Exigence envers son esthétisme, qu'un soin corporel attentif sublime les doux mots qui en sortent. Que la fougue de ses actes reflète un âge attendrissant. Un âge où encore tout est possible pour séduire sa belle. Que la patience soit signe de noblesse, et que la fidélité de l'homme à sa dame soit égale à celle portée à son seigneur. Désir étant enfant de frustration, une distance sépare les deux êtres. Distance volontaire préservant du dévoilement du mystère qu'est l'autre. Pratique exprimée par l'ASAG. Dormir nu avec l'être aimé. Pouvoir l'étreindre, le caresser, mais sans réaliser le fait. La femme ralentissant le plaisir brut et impatient de l'homme par toutes sortes d'épreuves le faisant languir. L'attente s'éternisant, l'amour n'en devient que plus beau. La voix, structure érotique par excellence, transmet l'amour débordant par un déferlement de mots. Mots agencés de telle manière à capter toute la sensibilité de l'érotisme. Un érotisme dont les limites sont fixées par la dame, et dont l'expression demeure pudique et enrobée de sentiments. Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'amour courtois et je tiens tout de suite à préciser que c'est normal s'il y a plein de mouches qui passent. Je suis à côté d'une ferme donc on va essayer de cohabiter entre mouches et humains. Et je vais déjà remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes dans un contexte français au XIIe siècle. Après de bonnes récoltes des terres prolifiques, il y a eu une forte croissance démographique. Et qu'est-ce qui a amené cette forte croissance démographique ? Cela a poussé aux croisades. Bien évidemment qu'il ne s'agit pas du seul facteur, mais avoir un certain nombre de jeunes hommes qui vont naître et grandir, cela amène une certaine forme de demande, notamment d'un point de vue des terres, puisque un homme qui va avoir un certain nombre de fils ne va pas pouvoir leur donner tous autant de terres que s'il en avait eu moins. Et donc ces croisades vers un avenir meilleur vont parfois pousser à un désenchantement. Et toutes ces personnes qui seront désenchantées vont revenir et se tourner vers l'amour courtois, se tourner vers la séduction de femmes hiérarchiquement plus élevées, mais également il y a le contexte de l'amour courtois dans les croisades. On peut voir notamment des chansons de croisés qui sont des odes à leurs belles, qui leur promettent de revenir puisqu'ils vont quitter leur bien-aimé pour partir en croisade. Donc il y a différents contextes liés aux croisades qui sont plus ou moins liés à l'amour courtois. Il y a alors une effervescence religieuse, l'effervescence cathare, qui va se réapproprier l'amour courtois, puisque l'amour courtois se développe au départ principalement dans le centre, le milieu de la France, là où se développe beaucoup plus le catharisme. Et c'est pour essayer de contourner certains liens de propriété, puisque tous ces croisés qui vont revenir, ou tous ces hommes qui n'ont pas accès autant aux propriétés matérielles telles que des terres ou aux propriétés des femmes, eh bien vont contourner ces liens de propriété par l'amour courtois en essayant de séduire ces femmes qui sont déjà mariées avec d'autres méthodes que la méthode traditionnelle, c'est-à-dire juste avoir légitimement la main de cette femme. Mais tous ces jeunes aristocrates ne vont pas aller au bout de leur révolution, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois vouloir les dames, vouloir contourner ce lien de propriété qui lie certains hommes avec des terres, des dames, etc., mais les contourner en utilisant l'amour courtois, en utilisant la séduction, sans vouloir supprimer cette notion de propriété, supprimer l'ordre en place. Ils veulent plus remplacer le baron que de changer les règles du jeu. Donc en quelque sorte l'amour courtois c'est toujours une relation hiérarchique avec la dame qui est hiérarchiquement plus élevée que l'homme, cette dame qui est bien souvent mariée, ce qui va la positionner dans une forme d'aspect hautain et l'homme va essayer de traverser des épreuves pour séduire sa belle. Nous pouvons notamment voir cette relation vraiment vassalique dans certains poèmes, notamment l'un que je vais vous lire. « Bonne dame, je ne vous demande que d'être acceptée pour serviteur. Je vous servirai en bon seigneur, quelle que soit ma récompense. Me voici à vos ordres. Être noble et doux, gai, courtois. Vous n'êtes point un ours ni un lion. Vous ne me tuerez pas si je me rends à vous.
Donc là, il s'agit d'un poème de Bernard de Ventadour, et c'était une personne qui était attachée au service d'Aliénor d'Aquitaine, et donc il s'agit d'un poème traduit de l'occitan. Donc l'amour courtois ou fin amour n'est réservé qu'à l'aristocratie, qu'à une certaine strate de la population qui est noble, et nous pouvons notamment le voir dans l'amour courtois, courtois étymologiquement qui vient du mot court, et donc on peut voir que c'est réservé à une certaine partie de la population, puisque dans ces châteaux-là qui avant étaient des lieux réellement de défense, qui étaient bien gardés, eh bien se transforment petit à petit en des lieux où il fait bon vivre, où on développe un certain art de vivre. Et l'amour courtois du Nord était réalisé par les trouvères, donc ce sont des jongleurs du Nord, mais celui-ci était plus tourné vers la chevalerie, des actes chevaleresques, étant donné que le Nord était plus marqué par la féodalité que le Sud. Désormais, nous allons parler de l'éloquence et de la poésie dans l'amour courtois. Je vais aborder ce sujet brièvement. Donc l'éloquence est un point essentiel de l'amour courtois. Qu'est-ce que l'inverse de l'éloquence? Il s'agit du silence, même si le silence peut être plutôt un outil de l'éloquence. Et le silence dans l'amour courtois est à la fois quelque chose de magnifique, c'est-à-dire passer du temps avec l'être aimé en silence, essayer d'apprécier le moment ensemble, mais à la fois peut parfois cacher une forme de conscientisation d'un ennui commun. La poésie peut parfois être considérée comme mensongère vu qu'il y a un certain aspect ornemental qui est plutôt en contradiction avec l'expression sincère des sentiments amoureux, et pourtant la poésie est vraiment utilisée dans l'amour courtois. Elle met en avant notamment les contradictions de l'amour courtois, quelque chose qui à la fois offre énormément de plaisir et de souffrance, qui est une certaine source de vie et de mort, qui peut être tout et rien à la fois. Et certes, la poésie n'est pas l'éloquence, mais l'éloquence de l'amour courtois s'appuie sur la poésie. Le but de l'amour courtois est d'essayer de convaincre, de séduire la belle par différents moyens, et le moyen des vers, le moyen de la poésie en est un qui est très important et dont nous avons encore des traces aujourd'hui. Désormais, nous allons arriver à la meilleure partie de la vidéo qui concerne les femmes. Quelle est la place des femmes dans l'amour courtois? Est-ce que les femmes écrivaient aussi des poésies courtoises? Est-ce que l'amour courtois est réellement féministe, ou à l'inverse, est-ce que l'amour courtois est totalement misogyne? Donc c'est une question très très intéressante, et déjà il faut remettre les choses dans leur contexte. Les femmes à cette époque médiévale avaient une certaine place qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, et donc à chaque fois dans mon discours, il faut remettre ce contexte à l'ordre du jour, puisqu'il faut comparer l'amour courtois par rapport à la manière dont les femmes étaient traitées à l'époque. Donc déjà, les femmes à l'époque, avec l'amour courtois, étaient plus dans une position de réception, mais c'est elles qui marquaient le rythme, c'est-à-dire que c'est à elles d'essayer de montrer lorsqu'elles ont envie de continuer dans l'amour courtois, dans la procession qu'est l'amour courtois, si elles ont envie de ralentir l'homme, ou au contraire d'essayer de lui céder certaines choses. Mais à l'époque, il y avait une certaine mentalité qui considérait que les femmes étaient assez pudiques et qu'elles n'osaient pas dire ce qu'elles ressentaient et ce qu'elles voulaient. Mais que, à contrario, c'était celles qui avaient le plus de pulsions animales, pulsions de désir, mais qu'elles étaient très pudiques, donc cela n'allait pas forcément se voir directement. Et dans ce contexte, c'était à l'homme d'essayer de reconnaître les signaux que la femme lançait, qui considérait que ces signaux voulaient dire qu'elle voulait telle ou telle chose, et que c'était le devoir de l'homme d'essayer de repérer ces signaux sans que la belle ait à parler. Les femmes ont également toujours parlé d'amour et écrit des textes d'amour. D'ailleurs, l'un des plus anciens textes d'amour retrouvés en langue romane a été écrit par une femme. Après, on ne peut pas toujours savoir si il s'agit d'une femme qui a écrit son point de vue ou s'il s'agit d'un homme qui a écrit le point de vue d'une femme. L'éloquence féminine passe aussi parfois par le mensonge, un mensonge qui n'en est pas toujours un. Parfois, il s'agit de jouer sur les mots pour arriver à sauver son amour ou à essayer de s'arranger de certaines situations. Parce que l'amour courtois, bien évidemment, il y a surtout des notions d'adultère ou ce genre de situations qui sont assez complexes à assumer, et donc il faut essayer de tourner autour du pot pour arriver à se sortir de réprimandes de la société ou de son mari. Une autre preuve d'amour qu'une femme peut donner à son mari, c'est celle du silence, rester avec lui en silence, comme dans certains écrits de Chrétien de Troyes, même si dans ces écrits-là c'est un peu plus nuancé vu que
le mari demande à la femme de rester, il n'était pas marié je crois, mais il lui demande de rester en silence avec lui, mais sauf que la femme brise le silence lorsqu'il y a certains dangers et permet de sauver la vie de l'homme et accessoirement sa vie aussi. Et donc au final l'homme est plutôt heureux qu'elle ait brisé le silence pour cette raison en particulier. Donc voilà, c'est un petit peu ambigu, mais de base il y a cette demande du silence de la part de l'homme et la femme qui va essayer de contourner cette demande explicite concernant certaines situations qui sont plus ou moins dangereuses ou plus ou moins problématiques si l'on reste en silence. Il y a aussi Christine de Pisan qui critique le fait que l'on associe les seuls écrits que les femmes peuvent faire à l'amour et non à d'autres domaines, et que l'on ne pousse pas les femmes à se développer dans d'autres domaines, alors qu'il n'y a pas que l'amour qui est important dans la vie des femmes. Et donc elle est très très critique envers le roman de la Rose, mais ça j'en reparlerai plus longuement à la fin de la vidéo. Mais il y a également une forme de satire qui se développe à partir d'un certain temps contre l'amour courtois, et il y a la participation de certaines femmes dans des pièces de théâtre, notamment une pièce de théâtre qui a été écrite par un homme plutôt, mais c'est la femme qui incarne la satire face à un homme qui essaye de dîner avec elle, qui lui dit plein de mots d'amour, etc. Elle lui répond avec un hyper-réalisme, une forme de satirisme, et donc cette satire de l'amour courtois va se développer au fur et à mesure par des hommes et par des femmes. Désormais, nous pouvons nous questionner sur est-ce que la femme était réellement mise sur un piédestal dans l'amour courtois, puisque nous avons l'impression, en lisant certains textes, que la femme est réellement sur un piédestal, que c'est elle qui motive toutes les actions positives, tous les bons comportements et l'aspect chevaleresque des hommes. Sans elle, que ces hommes n'auraient presque plus de raison de faire tout ça. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que cette femme était autant sur un piédestal que dans les écrits, puisque parfois les écrits peuvent être un petit peu enjolivés ou sous le poids des émotions de la personne sur l'instant. Et on pourrait déjà se dire qu'à l'époque, la femme certes avait un certain impact concernant notamment son mariage, le fait que croiser deux lignées peut apporter la paix ou peut agrandir le territoire d'un homme en se mariant avec lui, mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas du tout de sa volonté, elle est plutôt passive dans cette entreprise, mais également le fait que à partir du XIIe siècle, il y a la suppression du fait que la dot revienne à la femme même après le mariage. À ce moment-là, la dot revient à son mari et elle n'a plus de droit d'utilisation de sa dot après le mariage, et donc elle devient encore plus passive que dans le haut Moyen-Âge avant le XIIe siècle. Et donc à ce moment-là, oui, la femme peut être extraite en quelque sorte de son mariage par l'amour courtois, et cela peut lui donner une forme d'exutoire par rapport à ça, même si l'homme aussi était dans une forme de mariage arrangé, sauf que lui récolte davantage les fruits de ce mariage arrangé, et la femme, elle, peut s'extraire avec l'amour courtois, avec quelqu'un qui va lui donner tous les sentiments dont elle a besoin, un réel amour, un amour désintéressé, vu que l'homme qui la séduit sait qu'il n'a aucune chance avec elle, vu qu'elle est déjà mariée, et la seule chose qu'il peut avoir, c'est un petit peu d'intérêt de sa part, ou à la limite certaines attentions physiques, mais qui n'iront pas forcément jusqu'à l'acte sexuel. Donc il s'agit réellement d'un amour fait de sentiments. Et donc on pourrait se dire en quelque sorte que ça l'extrait de sa condition, du moins pour un certain temps. Or, il y a une linguiste qui est Christiane Marcello-Nisia qui n'est pas du tout de cet avis, même si elle a un avis assez extrême je trouve, mais je pense que c'est intéressant de dire des avis opposés par rapport à ça. Mais elle considère que la femme n'est qu'un outil dans toute cette histoire et qu'au contraire cela ne l'extrait pas du tout de sa condition, puisqu'elle a l'impression que cet aspect vassalique de l'homme à la femme dans l'amour courtois n'est qu'une forme de projection, de métaphore de l'aspect vassalique de l'homme à son suzerain, puisque le suzerain a sa femme et cet homme en question est éperdument sous le charme de cette femme, mais elle considère que c'est justement tout à l'avantage du suzerain de montrer que sa femme est une dame incroyablement belle, désirable, etc. puisqu'il y aura d'autant plus cet aspect vassalique envers le couple de suzerains, et donc sa femme n'est en réalité qu'un outil temporaire pour montrer cet aspect vassalique envers le suzerain lui-même, puisque dans tous les cas cette femme lui appartient, et donc il y a une forme d'inaccessibilité. Et donc elle prend l'exemple d'un poème qui s'appelle le Lied de Graelent, datant du XIIe siècle. Chaque année à la Pentecôte, le roi Arthur rassemble ses barons.
Après le repas, il fait monter la reine sur un banc élevé, la fait dévêtir et demande si quelqu'un dans l'assemblée connaît une femme plus belle. La beauté de la reine, la séduction qu'elle peut exercer sur ses vassaux est simplement l'un de ses attributs, l'un des modes d'exercice de la puissance royale. La femme ici n'est que la médiatrice d'une relation instaurée entre les hommes. Et puis un autre questionnement par rapport à l'amour courtois qui est plutôt en défaveur des dames, mais est-ce que les hommes ne magnifiaient pas autant dans leurs poèmes la femme, pas pour exprimer sa subtilité et son réalisme, mais plutôt pour une forme de poème qui exprime totalement leurs désirs et leurs fantasmes. Désormais, nous allons nous poser la question de pourquoi la situation d'adultère est si fréquente dans l'amour courtois. Alors déjà, il faut prendre en compte qu'en général, la femme est déjà mariée, donc forcément, ça nous met dans une situation d'adultère si elle fait quelconque acte avec autre homme. Et également le fait que cela la pose dans une position assez de distance et avec un aspect hautain comme je le disais précédemment, puisqu'elle ne peut pas accepter les avances de cet homme, du moins pas si facilement, puisque cela nuirait à son honneur et à celui de son mari, et donc du moins elle est censée faire cela discrètement, ce qui rajoute une certaine forme d'excitation, le fait d'être cachée, de devoir parfois mentir pour essayer de sauver cet amour, mais également l'homme va essayer d'adoucir cette femme qui est si hautaine et si distante à la base, pour essayer d'arriver à ses fins. Et donc cela peut rendre tout ceci beaucoup plus excitant et l'amour paraît beaucoup plus pur vu qu'il n'y a pas cette notion de hiérarchie, de propriété, etc. Enfin si, il y a une notion hiérarchique, mais ce n'est pas la notion hiérarchique classique de la société avec la femme qui est plutôt la propriété de l'homme. Là, c'est même limite l'inverse vu que la femme est hiérarchiquement plus élevée que l'homme qui essaye de la séduire. Un bouton de rose éclose sous les rayons chaleureux du soleil. Cette rose est dans un somptueux jardin. Sa couleur s'accorde parfaitement avec le paysage. Son odeur embaume le lieu et le sublime. Je m'empresse alors de l'accueillir, je la mets dans un long vase sur la table de ma cuisine. Sa couleur ne chatoie alors plus autant avec les quelques rayons de soleil se faufilant à travers la petite fenêtre, et son odeur se mélange aux arômes des plats cuisinés. La rose fane alors, prématurément. La rose resplendissait dans son environnement. Une fois mienne, coupée de son milieu créateur, une partie de sa beauté s'est envolée. Désormais, nous allons nous intéresser au roman de la Rose qui est un livre qui a vraiment marqué l'époque médiévale et qui relate de l'amour courtois, donc je pense que c'est un livre très intéressant pour comprendre un petit peu les mœurs de l'époque. Et voilà, ça a été écrit par Guillaume de Loris, même si cette édition a une couverture que je n'apprécie pas du tout, mais bon, on va faire avec. Et la première partie, les 4000 environ premiers vers ont été écrits par Guillaume de Loris, et ensuite il y a une deuxième partie qui a été complétée par Jean Demain. Et dans ce livre, par contre, je vous préviens, forcément comme c'est en ancien français, il y a une traduction en nouveau français, mais je conseille quand même de lire un petit peu les deux, puisque la beauté de la poésie, la beauté des rimes, du rythme, etc. n'est visible qu'en ancien français, vu que la traduction n'a pas pu garder toute cette beauté du rythme et des rimes. Mais même si je vais essayer de garder un certain style, je pense qu'il est intéressant de pouvoir comparer les deux. En plus, ça permet de voir certaines particularités de l'ancien français qui parfois ressemblent plus à l'anglais actuel. Donc c'est assez intéressant. Par exemple, il y avait un moment où il y avait marqué noise ou noise, je ne sais pas comment il prononçait en ancien temps, mais maintenant ça voudrait dire bruit, et en anglais ils ont encore gardé noise. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons une même base commune entre l'anglais et le français, et ça se retrouve beaucoup plus en ancien français. Donc déjà je vais vous lire le résumé. Un jeune homme dans un verger découvre un bouton de rose et veut le cueillir. Au-delà de ce sens littéral se déploie toute la richesse symbolique de l'allégorie. La rose représente à la fois la beauté de la femme et l'épanouissement de la jeunesse, le raffinement et la grâce, l'amour terrestre et divin, le désir et l'impossible perfection à atteindre. La rose ne sera pas cueillie. Il ne suffit pas que l'amant ait souffert le long apprentissage de l'amour, qu'il ait résisté au discours de raison, au commérage de Malbouche,
qu'il ait imité enfin tout ce qui s'oppose à son progrès spirituel. Il faut encore, au terme du chemin, qu'il sache renoncer à l'objet même de sa quête pour que celle-ci se poursuive inlassablement. Donc là, cela résume totalement l'aspect de l'amour courtois, c'est-à-dire que la femme essaie de ralentir les désirs de l'homme pour qu'il puisse la désirer plus longtemps et que tout le plaisir de l'amour qui réside dans le désir de l'autre puisse perdurer le plus longtemps possible. Et le fait de cueillir la rose aurait totalement stoppé cet amour désireux. Et donc ce poème allégorique est en quelque sorte sous forme de songe et laisse comme ça un certain voile sur sa signification. Et il y a un certain nombre de personnages métaphoriques, comme je l'avais cité notamment dans le résumé, mais il y a par exemple raison, malbouche, oisiveté ou encore danger. Et tous ces personnages métaphoriques interagissent entre eux, ce qui rend le roman d'autant plus intéressant, enfin plutôt le poème, mais quand il y a la traduction on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'un roman. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le personnage oisiveté, c'est que c'est cette femme-là qui ouvre au personnage principal le jardin, en quelque sorte le jardin de l'amour, ce qui montre que l'amour courtois n'est réservé qu'à une certaine classe, aux aristocrates, puisque ce sont les seuls à pouvoir profiter de l'oisiveté, et que c'est dans l'oisiveté que peut résider un certain amour courtois, puisqu'il faut avoir le temps pour l'amour courtois. Là, je vais vous lire un extrait pour que vous puissiez voir un petit peu le style d'écriture, un extrait que j'ai bien aimé poétiquement parlant. Il y avait un grand amoncellement de roses. Il n'en existait pas d'aussi belles sous le ciel. Il y avait des boutons petits et fermés, et certains un peu plus gros. Il y avait aussi d'une autre dimension, et par endroits une grande quantité qui était sur le point de s'épanouir. Ceux-ci ne sont pas à dédaigner. Les roses largement ouvertes sont en un seul jour toutes passées, alors que les boutons gardent leur fraîcheur à tout le moins 2 jours ou 3. Ces boutons me plurent beaucoup, si jamais en aucun lieu il n'y en eut d'aussi beaux. Celui qui pourrait en attraper un seul devrait y tenir infiniment. Si j'avais pu en faire une couronne, je l'aurais aimé plus qu'aucune richesse. Parmi ces boutons, j'en choisis un d'une beauté si exceptionnelle que, par rapport à celui-ci, je n'accordais pas le moindre prix à aucun des autres. Une fois que je l'eusse examiné, car une couleur l'illuminait, aussi vermeille et aussi délicate que nature pouvait la faire. Pour les feuilles, il y en avait 4 paires que nature, avec un art consommé, avait disposées l'une après l'autre. La tige était droite comme un jonc, et au sommet se tenait le bouton sans retomber ni pendre. Son parfum se répandait tout autour, et la suavité qu'il diffusait emplissait tout l'endroit. Quand je le sentis ainsi embaumé, je n'eusse plus envie de m'en retourner, et je me serais approchée pour le prendre si j'avais osé tendre la main. Mais des chardons aigus et piquants m'en tenaient à bonne distance. Des épines tranchantes et aiguës, des orties et des ronces crochues ne me permirent pas d'avancer, car je craignais de me faire mal. Au départ, le personnage principal est plus sur la réserve, il est un peu plus méfiant, tout simplement parce qu'il se fait aussi chasser par le dieu Amour, qui d'ailleurs a différentes flèches, une flèche qui peut s'appeler compagnie, l'autre courtoisie, et cela pourrait correspondre à certaines étapes de l'amour courtois. Mais il y a également une notion de passivité face à l'amour. Par exemple, le personnage principal se fait transpercer d'une flèche du dieu Amour, ce qui le rend éperdument amoureux de la rose qu'il convoite, ou du moins du bouton de rose. Mais on pourrait se dire que aussi dans le roman de Tristan et Iseult, ils boivent tous les deux le filtre d'amour, donc il y a comme une notion d'amour qui vient de l'extérieur, qui nous transcende et qui n'est pas du tout contrôlable. Toutes les qualités qui sont mises en avant dans le roman de la Rose par rapport à l'amour courtois sont plutôt des qualités qui sont du midi de la France et moins l'aspect chevaleresque, puisque là il s'agit vraiment de qualités qui pourraient être considérées comme plus féminines afin de séduire sa belle, une forme de compréhension, de douceur, etc. Et on pourrait considérer qu'il s'agit d'une forme de dévirilisation temporaire de l'homme par rapport à l'amour courtois dans le midi de la France, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste une forme de constat après une forme de démilitarisation, il y a une forme de dévirilisation par rapport à l'amour courtois. Et Jean Demain, dans le roman de la Rose, a une vision un peu plus critique de l'amour courtois, même si c'est assez subtil vu que le roman de la Rose est toujours un peu flou, un peu interprétatif. Mais lui, c'est vrai que
Pour lui, l'amour n'est qu'une forme de stratagème, de ruse de la nature pour perpétuer l'espèce humaine. Donc il a une vision au final assez moderne des choses par rapport à nous qui avons davantage cette vision que les gens de l'époque. Maintenant, je vais vous parler de la querelle du roman de la Rose, qui est l'une des premières grandes querelles littéraires qui se date du XVe siècle et qui oppose, donc il y a Christine de Pisan et Jean de Guerzon d'un côté, avec Jean de Montreuil de l'autre côté. Donc nous avons Christine de Pisan qui est une célèbre poétesse de l'époque et femme qui vit de sa plume, également Jean de Guerzon qui est le chancelier de l'université de Paris, et Jean de Montreuil qui est le secrétaire du roi de l'époque, et il sera aidé de deux de ses acolytes qui vont plutôt écrire sous son nom. Donc par contre l'un des problèmes de cette querelle est qu'il y a un certain manque au niveau des documents, tous les documents que l'on a retrouvés. Il y aura surtout les documents que Christine de Pisan a préservés, mais sauf qu'il y a une forme lacunaire de tout ce que l'on a retrouvé. Et donc toute cette querelle a commencé lorsque Jean de Montreuil a fait un éloge au roman de la Rose. Et Christine de Pisan a vigoureusement répondu en soulignant le fait que selon elle, Jean de Meun avait un langage un petit peu grossier. Donc il faut savoir que Jean de Meun était le principal auteur connu du roman de la Rose à l'époque, puisque maintenant on parle plus de Guillaume de Loris, mais à l'époque il s'agissait plus de Jean de Meun, même si ce sont les deux auteurs, mais après ils n'ont pas exactement les mêmes avis également. Et donc Christine de Pisan soulignait le langage selon elle grossier de cet auteur, également le fait qu'il mette en avant des mœurs relâchées qui selon elle ne sont pas nobles, mais aussi qu'il remette en question une sorte d'état conjugal et qu'il ne soit assez satirique envers les femmes. Elle essaye de réhabiliter l'honneur des femmes dans ses textes. Elle s'insurge du fait qu'il s'agit d'une forme de référence à l'époque par rapport à l'art d'aimer, tandis que selon elle, il ne s'agit que de ruses pour essayer de tromper les jeunes femmes naïves et qu'elles tombent dans leur filet. Et donc Christine de Pisan défendait une forme de point de vue assez traditionnel chrétien avec Jean de Guerzon concernant le couple conjugal, tandis que Jean de Meun avait une vision beaucoup plus libertaire, on va dire, de l'amour, et ce qui était assez intéressant pour l'époque, vu que lui, il avait une forme d'obsession pour l'âge d'or, et selon lui, l'âge d'or, c'est une vision assez romantique des choses, au final, avec une nostalgie du passé, puisque pour lui, l'âge d'or, il s'agit de la période des chasseurs-cueilleurs, où il n'y avait pas réellement de hiérarchie sociale, où tout le monde était égaux, et où l'amour, selon lui, pouvait vraiment s'exprimer, vu qu'il n'y avait pas de notion hiérarchique, et c'est pour ça que lui est un peu critique par rapport à l'amour courtois, c'est que, déjà, il n'aime pas forcément, à ce que l'on comprend, les notions hiérarchiques d'hommes et femmes dans la société, mais l'amour courtois c'est une autre forme de hiérarchie où l'homme est le vassal de sa dame, et il y a toujours ces formes de hiérarchie qui selon lui gâchent l'amour, et lui il aimerait bien une forme d'expression d'amour qui est vraiment pure, et il essaie de rechercher ça à travers cette expression de l'amour en dehors des codes moraux, en dehors des lois. Donc ce qui est assez intéressant par rapport au roman de la Rose, c'est qu'il contient une certaine forme de renaissance naturaliste qui va s'opposer à la vision très traditionnelle, chrétienne des choses concernant l'amour entre deux êtres, un amour qui a plein de règles, qui est assez austère selon certains auteurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et à bientôt!